Merci, professeur Tabar. Bonsoir tout le monde. Vous imaginez bien sûr la difficulté de parler des anti-EGFR après le professeur Jean-Marc Philippe. La présentation a été très exhaustive, il a montré pratiquement toutes les indications de la première ligne à la deuxième ligne. En fait, mon topo est un petit peu différent. Il y a une première partie qui va vous parler donc, de l'intérêt de la RCP. Comme vous savez, le rôle de la RCP est très important pour les décisions et les choix thérapeutiques, et surtout pour le choix en première ligne, essentiellement en première ligne des cancers colorectaux métastatiques, l'ACP absorbe. Alors la RCP c'est une réunion de plusieurs compétences, de spécialités différentes. Tout l'intérêt, justement, c'est d'amener des décisions collégiales à des patients avec les connaissances du moment. Bien sûr, les connaissances du moment, c'est par exemple sur des référentiels, que ce soit des référentiels internationaux ou bien nationaux. Alors la RCP, ça ne date pas d'hier. C'est très ancien, donc depuis l'Antiquité, les médecins se regroupaient autour des patients pour essayer de prendre la meilleure décision, la plus adaptée. Le premier plan cancer français, dans son axe 31, a insisté sur le fait que tous les patients, je dis bien tous les patients atteints de cancer, doivent bénéficier d'une réunion de concertation pluridisciplinaire pour leurs décisions thérapeutiques. Le plan cancer algérien a fait presque de même, je dis bien presque, parce que ce n'est pas vraiment de même, parce qu'il n'y a pas obligation, alors que dans le plan cancer français, il y a obligation. Il y a dans l'axe stratégique numéro 4, il y a un focus sur l'interdisciplinarité dans la prise en charge des cancers. Bien sûr, la RCP, il faut qu'il y ait plusieurs disciplines, au moins 3. Vous avez essentiellement les chirurgiens, je dis bien les chirurgiens oncologiques, les imageurs, les oncologues médicaux, les radiothérapeutes, sans oublier les pièces maîtresses que sont les pathologistes. Alors pourquoi une RCP? Quel est son intérêt? Comme vous le savez, le cancer, quelle que soit sa localisation, est souvent traité par plusieurs disciplines. Il n'y a pas une seule spécialité qui traite les cancers. Et puis, il y a un retard dans la prise en charge des patients si c'est le patient lui-même qui fait le tour des médecins et des spécialistes pour prendre ses rendez-vous et pour se faire traiter. Bien sûr, les patients arrivent difficilement. Quand vous leur donnez un courrier, vous allez difficilement avoir des rendez-vous. Et souvent, quand il n'y a pas de coordination entre les différents spécialistes, ce n'est pas évident de respecter les séquences thérapeutiques. Et puis, les pertes d'utile. Bien sûr, si vous traitez un patient, par exemple une chimio néoadjuvante, vous lui faites un courrier pour aller en radiothérapie ou en chirurgie, entre-temps, il voit le charlatan, il va en personne et puis il perd d'utile. Quand il revient, généralement c'est trop tard pour la séquence thérapeutique. Est-ce qu'il y a des conditions pour faire une réunion de concertation pluridisciplinaire? Oui. Alors la première condition, il faut qu'il y ait au moins, je dis bien au moins, 3 spécialités différentes. Et puis il faut qu'il y ait un fonctionnement formalisé. Ce qui veut dire qu'on ne se limite pas comme on veut. C'est-à-dire qu'à la demande. Non. Il y a un rythme régulier de chaque RCP, en fonction bien sûr de l'incidence de la pathologie ou de la fréquence de la maladie, hebdomadaire, tous les 15 jours, tous les mois, mais au moins un rythme régulier. Il faut qu'il y ait un coordinateur, donc qui coordonne l'activité de cette réunion de concertation, et enfin un secrétariat qui est tenu, bien sûr, pour recevoir toutes les fiches concernant les différents patients. Cette fiche, bien sûr, elle est standardisée, c'est la même fiche pour tous les patients qui doit être remplie soigneusement par le médecin référent
avant de présenter le dossier au moment de la réunion. Bien sûr, la RCP, elle ne décide pas de sa tête. Vous savez que ce n'est pas on a envie d'opérer dans le corps opère, on a envie de faire un traitement néoadjuvant, donc on le fait. Non, on doit se baser sur des référentiels qui sont validés, que ce soit des référentiels internationaux ou bien des référentiels nationaux pour le choix des décisions. Bien sûr, la décision, une fois prise de façon collégiale, le médecin référent doit la communiquer à son patient et avoir son aval, parce que l'aval aussi du patient est très important pour justement le respect de cette décision. Voici au fait le chemin du déroulement de la RCP. Ça veut dire que le médecin référent remplit la fiche qu'il envoie au coordinateur de la RCP. Le jour de la RCP, le médecin référent présente le dossier. Il y a une discussion entre les membres de la RCP. On peut revoir les images, on peut revoir la pathologie, les comptes rendus de la patte. Une fois une décision est prise, elle est transmise, bien sûr, au médecin référent qui sert de relais avec le patient. Alors, les référentiels, c'est très important. Il faudra se baser sur des référentiels qui sont validés. Vous avez des exemples de référentiels, que ce soit internationaux à la droite, vous avez les référentiels nationaux. Alors, est-ce qu'il y a des avantages à faire passer nos patients au niveau de la RCP? Sachez qu'il y a des avantages pour les patients et même pour les professionnels de la santé. Alors, parmi les avantages pour les patients, il a été constaté une amélioration de la qualité de la prise en charge. C'est-à-dire que les patients qui sont pris en charge dans le cadre de la RCP ont une meilleure prise en charge, un meilleur follow-up que les patients qui sont pris en dehors de cette RCP. La RCP aussi, elle facilite l'accès des patients aux explorations. C'est-à-dire que si vous avez un patient et que, par exemple, il a besoin d'un scanner, il a besoin d'une endoscopie, il a besoin d'une exploration particulière, si la décision est prise le jour de la RCP, la personne, le membre de la RCP qui s'occupe de cette exploration peut donner le jour même le rendez-vous pour le patient pour faire cette exploration. Bien sûr, les traitements sont souvent plus appropriés à chaque patient, adaptés à chaque patient au moment s'ils sont discutés au niveau de la RCP. Et on a constaté aussi une plus grande satisfaction des patients qui sont pris en charge dans le cadre de la RCP. D'ailleurs, avant de présenter un dossier, vous demandez le consentement du patient. Quand vous lui expliquez que son dossier doit être pris en charge par tout un comité avec plusieurs disciplines, généralement les patients sont plus rassurés quand une décision individuelle. La RCP aussi, elle permet d'éliminer les disparités entre les régions. Parce que souvent, on se dit que dans telle région, il y a une RCP, ça fonctionne bien, qu'il y a des grands chirurgiens, etc. Et tout, les décisions, les patients sont mieux pris en charge. Et dans une autre région, il n'y a pas de chirurgien où les décisions sont mal prises et tout. Si les décisions sont prises dans le cadre des RCP, souvent, on respecte les référentiels. À ce moment-là, il y a une homogénéisation de la prise en charge de tous les patients. Et il a été constaté aussi une amélioration du profil psychologique des patients qui sont discutés au niveau des RCP. Alors, cette étude a comparé la suivi des patients qui ont été traités dans le cadre de la RCP par rapport à d'autres patients qui ont été traités en dehors de la RCP. Et bien, ce qu'ils ont constaté, c'est que la médiane de suivi a été doublée. C'est vrai que ce n'est pas des cancers colorectaux, c'est des cancers du poumon. Et bien, la médiane de suivi est passée de 3 mois à 6,6 mois quand les patients sont traités ou discutés au niveau de la RCP. La qualité de vie aussi a été analysée dans une étude qui a comparé des malades traités dans le cadre de la RCP par rapport à ceux traités en dehors de la RCP. Et bien, la qualité de vie est meilleure chez les patients qui sont traités dans le cadre de la RCP, tout simplement parce que dans la RCP, vous avez en plus des traitements spécifiques des personnes qui s'occupent des soins de support et qui ramènent justement ce plus à ces patients.
Alors, les avantages pour les professionnels, là aussi, les membres de la RCP tirent profit de cette RCP. Alors, ça permet de rapprocher. Comme vous savez, il y a certaines spécialités qui ne discutent pas entre eux, mais dans le cadre de la RCP, ils arrivent à se rapprocher, en fait, à collaborer, à travailler dans leur sens. Et puis la RCP, elle contribue à la formation de ses membres. Je vous citerai un exemple. Dans le cadre de la RCP d'oncologie digestive, les membres de la RCP, même s'ils ne sont pas par exemple de la même spécialité, ils apprennent l'autre spécialité. C'est-à-dire que le radiologue il devient un peu oncologue, le chirurgien aussi. Et l'oncologue il devient un peu radiologue. Parce qu'à force d'écouter les confrères des autres spécialités, on s'imbibe un petit peu de leur spécialité et on apprend plein de choses. Et puis, il arrive parfois qu'on trouve des cas très difficiles dont la résolution ne peut être faite que dans le cadre des RCP et qui peuvent même être publiés dans la littérature. Ça, c'est pour la première partie concernant l'intérêt de la RCP. Au fait, la deuxième partie, ça concerne les anti-OGFR. Justement, parmi les questions qu'on se pose au cours d'une RCP, pour des patients qui ont un cancer colorectal métastatique à sauvage, que faire en première ligne? Est-ce qu'on va donner de la chimio avec un anti-VEGF ou bien de la chimio avec un anti-OGF? Question pertinente et très fréquente. C'est vrai que le choix de choisir entre anti-VEGF et anti-OGFR, il n'y a pas un seul élément qui va permettre de décider de choisir telle ou telle thérapie ciblée. Le choix se base sur plein d'éléments. Vous avez les caractéristiques du patient, vous avez les caractéristiques de la tumeur, vous avez les caractéristiques moléculaires de la tumeur, et puis enfin vous avez les préférences du patient. Tout ça, bien sûr, sont analysés au niveau de la RCP pour essayer de donner le meilleur traitement ou la meilleure thérapie ciblée à votre patient. Alors, il y a eu au moins 3 études qui ont essayé de comparer les anti-angiogéniques par rapport aux anti-OGFR. Alors, vous avez l'étude de CAGB, l'étude FIRE 3, c'est des études de phase 3, et puis vous avez une phase 2, c'est l'étude de PIC. Toutes ces études, en fait, on reste sur un petit peu sur notre fin, elles ne sont pas arrivées vraiment à trancher entre les anti-angiogéniques et les anti-OGFR concernant bien sûr les patients à sauge. Et vous constatez par exemple pour l'étude CAGB, que ce soit en termes de réponse objective, en termes de suivi sans progression, ou en termes de suivi global, il n'y avait pas de différence entre les anti-angiogéniques et les anti-OGFR. Par contre, l'étude FIRE 3, il y avait une différence en termes de réponse objective en faveur des anti-OGFR. En termes de PFS, il n'y avait pas de différence. En termes de suivi global, l'avantage était aux anti-OGFR. Récemment, donc, il y a eu une étude qui a tranché presque, je dirais, pour le choix entre les anti-OGFR et les anti-angiogéniques. C'est une étude paradigme. Le professeur Jovan Philippe a donné une petite éloge de cette étude. Cette étude, c'est une étude donc, en première ligne des cancers colorectaux métastatiques, race sauvage. Et cette étude a comparé une chimiothérapie type folfox6 associée au panitumumab ou bien au BCG. Donc l'objectif principal, c'est la suivi globale. Avant tout, du côté gauche, après on voit pour la population totale. Pour les objectifs secondaires, vous avez la suivi sans progression, le taux de réponse, la durée de réponse et le taux de résection R0 après traitement. Alors, c'est une étude donc, de phase 3, randomisée. Il y a plus de 800 patients qui sont inclus dans l'étude. Donc, vous avez les deux graphes, folfox6 plus panitumumab versus folfox6 plus bevacizumab. Alors, les caractéristiques des patients, vous remarquez que la répartition est pratiquement homogène, que ce soit en termes d'âge, de sexe, de statut de performance,
côté gauche, côté droit, nombre de métastases, une métastase ou plus de deux métastases, est-ce qu'il y a des métastases uniquement au niveau du foie ou ailleurs, et puis est-ce qu'il y a eu des traitements auparavant, traitements adjuvants ou radiothérapie dans le cadre du cancer du rectum. Donc c'est bien équilibré entre les deux bras. Je crois qu'on vous ça pose. Très bien. Donc l'objectif principal de cette étude de paradigme, c'est la survie globale pour les cancers du côlon gauche. Qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez qu'il y a un bénéfice significatif, donc avec un petit p significatif, en faveur de l'association Folfox plus panitumumab par rapport à l'association Folfox bevacizumab. Et vous avez une médiane qui passe de 37,9, plutôt de 34,3 pour le bevacizumab à 37,9, reste 38 mois pour l'association Folfox bevacizumab, plutôt Folfox panitumumab. Alors l'analyse en sous-groupe, toujours pour les colonnes gauches, alors vous constatez, quel que soit le sous-groupe, pratiquement c'est toujours en faveur de l'association panitumumab par rapport au bevacizumab, en dehors peut-être de quelque chose qui reste inexpliqué, c'est le sexe féminin. Alors le sexe féminin, pratiquement, il n'y a pas de différence entre le beva et le panitumumab. Par contre, pour tous les autres, et puis il y a aussi le fait, est-ce que la tumeur bénétique est réséquée ou pas? Alors quand la tumeur n'est pas réséquée, il n'y a pas de différence. Par contre, quand elle est réséquée, c'est beaucoup plus en faveur du panitumumab. Maintenant, la survie globale, pour la population globale, c'est-à-dire les colons gauche et colons droit, là aussi, il y a un bénéfice en faveur de l'association Folfox-Pani versus Folfox-Beva, et vous avez un petit p significatif, 0,03, et la médiane de survie, elle passe de 31 mois, 31,3 à 36,2 en faveur de l'association Folfox-Panitumumab. Alors là aussi, l'analyse en sous-groupe pour la population globale. Alors vous avez le sexe féminin qui revient, il n'y a pas de différence entre le beva et le pani. Vous avez aussi la résection de la tumeur primitive, légèrement en faveur du pani dans ce cas-là. Par contre, tout le reste est en faveur de l'association pani-Folfox. La survie sans progression, par contre, il n'y a pas de différence entre l'association Pani-Folfox, Beva-Folfox, que ce soit pour les colons gauche ou bien pour la population globale, c'est-à-dire colons droit et colons gauche. En fait, ça rejoint un petit peu les deux études Phare droit et CMGB, où on a constaté que la PFS, malgré que la réalité sont suivies, il n'y avait pas de bénéfice en PFS. Les réponses, alors le taux de réponse objective, alors pour ce qui est du côlon gauche, alors vous avez pour le BEVA 68% et pour le PANI 80%, 80,2%. Pour les résections R0, c'est des résections à visée curative, après Chigno plus PANI, vous avez dans le côlon gauche, ça passe de 11,6% pour le BEVA à 18,3% pour le PANI. La différence est très nette. En fait, ça ne fait que confirmer que les réponses aux anti-GFR sont beaucoup plus profondes que les réponses aux anti-angiogéniques. Les effets secondaires, on sait toujours que les effets secondaires des anti-angiogéniques et des anti-GFR sont totalement différents. On a un profil de toxicité totalement différent. Les anti-angiogéniques, c'est surtout les hémorragies, l'hypertension, la protéinurie
et autres effets secondaires. Par contre, pour ce qui est des anti-OGFR, vous avez le rage cutané, vous avez les neuropathies et les mucites. En fait, les conclusions de cette étude de paradigme, qui est une phase 3, donc elle avait montré clairement la supériorité des anti-OGFR par rapport aux anti-angiogéniques. Alors, en termes de suivi global, que ce soit pour le côlon gauche ou bien pour les côlon gauche et côlon droit, le taux de réponse est supérieur dans le bras pali par rapport au PFS suivant, quel que soit à gauche ou à droite. Et par contre, la PFS, il n'y avait pas de différence entre les deux. Pour ce qui est du profil de toxicité, il n'y a rien de nouveau, c'est les effets classiques, enfin, les effets classes des anti-angiogéniques et des anti-OGFR. Et bien, cette étude, bien sûr, supporte que l'association Folfox-Panitumumab doit être utilisée en première ligne des cancers du côlon et du rectum métastatique, race sauvage, surtout s'il s'agit d'une localisation à gauche. Je dis bien sûr. Donc, comme vous le savez, le cancer colorectal qui pose un problème majeur de santé publique. La RCP, comme on l'a vu au début, est la pierre angulaire de la prise en charge. On ne doit pas prendre en charge individuellement ou décider seul du sort d'un patient qui peut être traité dans le cadre d'une réunion de concertation pluridisciplinaire. La RCP est le meilleur moyen pour garantir le bon traitement pour le bon patient. Bien sûr, le statut moléculaire est très important dans le rôle du pathologiste. Le statut RAS et PIRAF est primordial pour le choix de la première ligne, en particulier le choix entre anti-OGFR et anti-angiogéniques. Enfin, les anti-OGFR plus chimiothérapie est actuellement la meilleure option en première ligne des cancers colorectal métastatiques à la sauvage. Et je vous remercie.